Cette semaine, 31 municipalités de la Naudière recevront de l'aide du gouvernement du Québec pour les inondations causées par la tempête tropicale Déby. Rage au volant à Saint-Charles-Borromée et un homme de 69 ans se noie à Saint-Donat. Bonjour, ici Danny Bérubé. Bienvenue à vos actualités régionales. Bonjour à vous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue à votre bulletin de la semaine du 19 août 2024. En raison des dommages causés par les pluies abondantes survenues à la suite du passage de la tempête tropicale Déby, les 9 et 10 août derniers, le gouvernement du Québec annonce que les municipalités touchées, ainsi que leurs citoyens et citoyennes, pourront bénéficier du Programme général d'assistance financière lors de sinistres, le PGAF, s'ils répondent bien sûr aux critères d'admissibilité. Le PGAF est un programme de dernier recours qui vise à soutenir les municipalités, les citoyens et les entreprises qui ont été victimes de certains types de sinistres, ainsi que les organismes leur ayant fourni de l'assistance. Plusieurs dépenses sont admissibles à une aide financière et à une indemnisation. Par exemple, les mesures préventives temporaires mises en place, les biens meubles admissibles touchés et les travaux d'urgence. Voici les types de sinistres qui sont admissibles au programme. Les inondations causées par des pluies diluviennes, des embâcles ou une fonte rapide de la neige provoquant des débordements de cours d'eau, les érosions de berges, les submersions, les glissements de terrain et les tremblements de terre. Le PGAF a pour but principal d'offrir une aide de dernier recours en cas de sinistres non couverts par les assureurs. Les sinistres tels que les inondations impliquant un débordement de cours d'eau lors de pluies diluviennes, par exemple, sont des sinistres admissibles au programme. Par contre, si l'eau pénètre dans la résidence par un refoulement d'égouts ou une infiltration d'eau, sans que l'eau d'un cours d'eau n'atteigne le terrain, eh bien, ces sinistres étant généralement souscrits et couverts par les compagnies d'assurance, ne sont donc pas admissibles au PGAF. Chaque réclamation d'assistance financière que reçoit le gouvernement de la Sécurité publique est analysée quant à son admissibilité et ce, conformément aux divers critères du PGAF. Les personnes touchées par une inondation doivent s'assurer de s'être identifiées comme sinistrées auprès de leur municipalité et d'avoir communiqué avec leur assureur avant de faire une demande d'aide financière et d'indemnisation. Pour un service rapide, les demandes d'aide financière et d'indemnisation peuvent être effectuées en ligne sur le site du gouvernement du Québec. Le gouvernement a dévoilé mercredi dernier la première liste des municipalités qui sont retenues pour recevoir de l'assistance financière suite aux inondations et mouvements de sol causés par la tempête tropicale Déby. Un total de 123 municipalités québécoises font partie de la liste. 31 font partie de la région de la Naudière, dont entre autres Berthierville, Notre-Dame-de-Lourdes, Notre-Dame-des-Prairies, Rawdon, Saint-Barthélemy, Saint-Cuthbert, Saint-Félix-de-Valois, la municipalité de Saint-Gabriel-de-Brandon, Saint-Norbert, Sainte-Élisabeth, Sainte-Geneviève de Berthier, Sainte-Marceline de Kildare et Sainte-Mélanie. La liste complète se trouve sur le site de québec.ca. Un incident de rage au volant a semé l'émoi à Saint-Charles-Borromée le 14 août en fin d'après-midi. Après une manœuvre sur la route, un conducteur a braqué une arme de poing en direction d'un autre automobiliste sur le rang de la Petite-Noret. Les policiers de la Sûreté du Québec, la MRC de Joliette, ont rapidement intercepté le suspect à Joliette. L'homme de 24 ans de Saint-Charles-Borromée a été arrêté pour menaces, conduite dangereuse et braquage d'armes. Un pistolet à plomb a été saisi et bien qu'il ait été libéré sous promesse de comparaître, il pourrait faire face à des accusations au Palais de justice de Joliette. Un homme de 69 ans a perdu la vie noyé après le chavirement d'une embarcation sur le lac Waro à Saint-Donat le 13 août dernier.
L'événement est survenu aux alentours de 16h30, alors que 4 personnes étaient à bord d'une embarcation lors du chavirement. 3 d'entre elles ont pu regagner la rive avec l'aide des pompiers, mais la 4e personne, un homme de 69 ans, originaire de Montréal, manquait à l'appel. Les pompiers ont immédiatement entamé des recherches pour retrouver l'homme disparu, mais malheureusement, son corps a été découvert en soirée. Bien qu'il portait son vêtement de flottaison, l'homme a été transporté au centre hospitalier où son décès a été constaté. Un enquêteur de la Sûreté du Québec de la MRC de Matawini et un technicien en identité judiciaire se sont rendus sur les lieux pour déterminer les circonstances exactes de cette tragédie. Le ministère de l'Éducation a mis à jour son tableau de bord concernant la situation de recrutement du personnel enseignant dans les centres de services scolaires de la région. Selon les plus récentes données disponibles, il manquerait un total de 403 enseignants dans les 2 centres de services scolaires de la région de la Naudière. Au C2S des affluents, 245 postes d'enseignants sont à combler sur 3 483. Il manquerait donc 7 % de la main-d'œuvre à 3 semaines de la rentrée. Pour ce qui est du C2S des Samars, c'est 163 enseignants qui sont manquants sur 2509. Cela représente 6,5 % des besoins. Le ministre de l'Éducation, Bernard Drainville, a annoncé en point de presse vendredi de la semaine dernière que le ministère ferait tout son possible pour qu'il y ait un enseignant par classe à la rentrée. À l'échelle de la province, il reste 6,1 % de postes à combler. Environ 5 700 enseignants sont manquants dans le réseau scolaire, mais c'est quand même une amélioration par rapport à l'an dernier, où plus de 8 000 postes étaient vacants à la même période. 1 406 postes réguliers à temps plein sont à combler et 4 298 postes à temps partiel. Notons qu'il y a 20 000 élèves de plus à scolariser pour cette rentrée. Le ministre de l'Éducation a d'ailleurs confirmé que les classes de maternelle 4 ans doivent être fermées pour avoir suffisamment de place pour des classes de francisation. La possibilité d'un projet minier dans l'Anaudière inquiète la population ainsi que des élus de la région, alors qu'une compagnie a fait la découverte des traces de cuivre, de nickel et de cobalt dans les environs de Saint-Côme en 2022. La compagnie Nico Énergie a fait la découverte d'un filon de 7 km sur 200 mètres. Selon ce que rapporte TVA Nouvelles, la compagnie a effectué des forages dans une trentaine de sites s'échelonnant entre Saint-Zénon, Saint-Côme et Notre-Dame-la-Merci, afin de faire de la documentation sur ce sujet. Cette démarche n'est pas passée inaperçue puisque des milieux humides ont été asséchés et des routes ont été créées pour faciliter le passage de la machinerie. De plus, les résidents ont rapporté qu'un goût de soufre a été décelé dans l'eau. Le cuivre, le nickel et le cobalt sont des métaux en demande car ils servent à la fabrication d'items comme des batteries. Ce projet ne plaît pas aux résidents qui craignent la perte de la valeur de leur propriété ainsi que le trafic constant des camions et de la déforestation. Une soirée d'information réunissant une centaine de personnes s'est tenue le 9 juillet dernier à Notre-Dame-de-la-Merci. La mairesse, Mme Isabelle Parent, affirme que des gens ont déjà entretenu l'idée de mettre leur maison en vente en raison de ce projet. Et le maire de Saint-Côme, Martin Bordelot, a aussi fait savoir publiquement son opposition. Le gouvernement de François Legault autorisera les demandes anticipées d'aide médicale à mourir, l'AMM, dès cet automne, et ce, même si Ottawa ne modifie pas son code criminel comme le demande le Québec. Comme l'a dit Mme Léa Fortin, l'attachée de presse de la ministre des Aînés, Mme Sonia Bélanger, le gouvernement est prêt et va aller de l'avant. Ce que le gouvernement souhaite, c'est que le fédéral change son code criminel. Mais le gouvernement Legault dit travailler présentement sur des options en parallèle au cas où le fédéral ne changerait pas le code. La nouvelle mouture de la loi québécoise sur l'AMM a été adoptée le 7 juin 2023 et elle permettra les demandes anticipées pour les personnes atteintes d'une maladie grave et incurable, par exemple l'Alzheimer. Cette disposition n'est toutefois pas encore en vigueur.
En février dernier, des ministres québécois ont interpellé Ottawa pour qu'il modifie le code criminel afin d'éviter que les professionnels de la santé qui administrent l'AMM dans le cadre d'une demande anticipée ne commettent une infraction criminelle. Jusqu'à maintenant, la demande de Québec est restée lettre morte au fédéral, indique le bureau de Sonia Bélanger. Questionné à savoir où se butent les discussions avec Québec, eh bien, le bureau du ministre fédéral de la Santé, Mark Holland, a évité de répondre aux questions de la presse canadienne. Le constitutionnaliste et professeur de droit à l'Université Laval, M. Patrick Taillon, pense que Québec peut aller de l'avant sans Ottawa. Selon M. Taillon, c'est l'État québécois qui dépose les accusations. Et si l'État québécois dit, par le biais d'une directive, « Quand ça respecte nos lois, on ne dépose jamais d'accusation », eh bien, il n'y en aura pas de problème. Le constitutionnaliste affirme qu'Ottawa ne pourrait pas poursuivre les médecins québécois qui administraient l'AMM dans le cadre d'une demande anticipée. Rappelons qu'en avril dernier, Québec solidaire avait demandé au gouvernement Legault de ne pas attendre Ottawa. Dans une lettre, les députés solidaires Ruba Gazal et Christine Labrie affirmaient que Québec pouvait aller de l'avant comme il l'a fait avec la première mouture de la loi sur l'AMM adoptée en 2015. Les phénomènes météorologiques extrêmes comme les feux de forêt, les inondations, les canicules et les sécheresses représentent un risque croissant pour la chaîne d'approvisionnement alimentaire du Canada, exerçant une pression sur les prix jusqu'au rayon des épiceries, affirment des experts. Chaque fois que des événements météorologiques majeurs surviennent, les coûts ont tendance à augmenter, a déclaré Frank Scali, qui est vice-président des affaires industrielles au sein de l'organisme Produits alimentaires de santé et de consommation Canada, qui regroupe des entreprises de l'alimentation. Ces phénomènes météorologiques extrêmes deviennent de plus en plus fréquents et intenses au Canada comme dans le monde entier. Un rapport du gouvernement fédéral de 2019 indiquait que les températures devraient continuer à augmenter sous l'effet de l'activité humaine, tandis que les précipitations devraient également être plus abondantes. Et c'est effectivement le cas car depuis 5 ans, on a eu droit à plusieurs exemples. La météo joue un rôle important dans la production alimentaire et des facteurs comme la chaleur ou l'humidité peuvent affecter non seulement le volume de nourriture produite, mais aussi la prévalence des insectes ravageurs et des maladies, a rappelé Mme Amanda Norris, économiste provinciale à la Société de la Couronne Financement Agricole Canada. La météo peut également avoir un impact sur les activités en aval de la chaîne d'approvisionnement. Par exemple, ce serait le cas des infrastructures endommagées à cause des inondations, ce qui modifierait les itinéraires de transport et la capacité de déplacer ces produits le long de la chaîne d'approvisionnement alimentaire. Les pénuries causées par des phénomènes météorologiques extrêmes peuvent également faire grimper les prix des aliments si l'offre ne parvient pas à répondre à la demande. Selon un rapport de juillet de l'Institut canadien des politiques agroalimentaires, l'industrie agricole a récemment été confrontée à une cascade de défis, notamment les changements de climat, dont les effets dominos se répercutent sur toute la chaîne d'approvisionnement. Dans un sondage réalisé pour ce rapport, les répondants de l'industrie ainsi que des membres du gouvernement ont identifié les phénomènes météorologiques extrêmes comme l'un des principaux risques pour le secteur agricole. Le manque de sommeil peut avoir des conséquences significatives sur la concentration, la mémoire et l'humeur des enfants. Madame Lisanne Adams, infirmière au sein de l'équipe de télésoins de Bonjour Santé, souligne que l'enfant, comme l'adulte, en déficit de sommeil, sera plus irritable et sera moins concentré à la tâche. C'est la nuit que le corps refait le plein d'énergie et que le cerveau consolide ses apprentissages. Le sommeil devient une pierre angulaire dans la performance académique des élèves. Linda S. Pagani, professeure à l'École de psychoéducation de l'Université de Montréal, explique que le cerveau, jusqu'à 25 ans, est sur une pente de croissance et de développement, comme un logiciel qui se met à jour.
Les troubles du sommeil peuvent perturber ce processus, entraînant une baisse de performance scolaire. Pour favoriser un sommeil réparateur, il est donc crucial d'instaurer une routine de sommeil régulière, car le manque de sommeil de qualité a des effets négatifs sur le développement du cerveau. Les habitudes de vie modernes aussi, notamment l'utilisation des écrans, peuvent également perturber le sommeil des enfants. La lumière bleue émise par les écrans cause de la fatigue oculaire et empêche le système nerveux de se calmer avant le coucher. La docteure Pagani renforce cette idée en mentionnant que l'excitation due au contenu des écrans retarde l'endormissement. Depuis plusieurs années, la municipalité de Rawdon doit vivre avec la présence du vivipare chinois, une espèce envahissante d'escargots dans plusieurs de ses lacs. Les résidents de la municipalité ont récemment noté une présence grandissante de cet escargot introduit en Amérique du Nord à la fin du 19e siècle, mais qui a été découvert pour la première fois au Québec en 2003 et dans le lac Rawdon en 2022. Cette présence ne semble pas spécifique à Rawdon, car le site Internet du gouvernement du Québec mentionne que l'espèce est établie dans plusieurs autres régions de la province. Le vivipare chinois représente une menace pour l'écosystème où elle se trouve, car elle peut déloger les espèces s'y trouvant déjà, en plus de causer leur déclin. Cette espèce peut également avoir un impact sur la qualité de l'eau, en plus d'obstruer les conduites d'eau. Son éradication semble difficile car elle est capable de survivre à des conditions extrêmes, en plus de se répandre à une vitesse alarmante. Le maire de Rawdon, M. Raymond Rougeau, a indiqué qu'une organisation locale a été mandatée pour le nettoyage massif, ou du moins pour mieux réussir à contrôler la situation. Toutefois, il estime que l'élimination complète est quasiment impossible parce qu'il a déclaré à CTV News que les résidents de Rawdon devront vivre avec les escargots. Samedi dernier, le 17 août, et comme à tous les ans, la FADOC de Saint-Gabriel de Brandon a invité la population à une épluchette de blé d'Inde et de hot-dog pour la journée de l'amitié. L'événement a eu lieu de 11h à 13h30 et les gens étaient invités, s'ils le désiraient, à offrir une contribution volontaire. Ces dons serviront aux différentes activités offertes aux membres au cours de l'année. Les gens pouvaient également en profiter justement pour renouveler leur carte de membre. Une centaine de personnes ont profité de cette rencontre pour socialiser, en plus bien sûr de casser la croûte. Ils ont même profité de l'occasion pour entendre chanter le député Yves Perron, qui était de passage dans la région pour l'occasion. Gilles Comeau de CTB-TV était sur place et l'a rencontré. À l'épluchette de blé d'Inde du club de FADOC de Saint-Gabriel-de-Brandon, j'ai le plaisir de rencontrer M. Perron, qui est député de Berthier-Basquilongé. Bonjour. Bonjour à vous. Ça va bien? Ça va très bien. Est-ce que, après les voyages à Taïwan et ici au Québec aussi, je pense que vous êtes pas mal occupé de ce temps-là. Pour vous, est-ce que c'est une journée de se retremper un peu avec son public aujourd'hui? Ah, bien sûr. Puis le mot retrempé est quand même un peu ironique cette semaine, là, parce que, en fait, je ne suis pas supposé être ici aujourd'hui. Je devrais être sur la Côte-Nord. On avait une tournée agriculture agroalimentaire, vous savez, pour bien représenter les régions, les différentes régions du Québec au Parlement fédéral. Il faut les rencontrer de temps en temps. Fait qu'on avait prévu ça, là. Et j'avais prévu une petite période de vacances aussi à partir, en fait, d'aujourd'hui jusqu'à peu près au 22. Je devrais revenir dans la région le 22, mais vous savez les événements qu'on a eus avec les inondations majeures un peu partout dans la circonscription. Lavaltrie, Lanoret, Berthierville, Yamachiche, Sainte-Ursule et particulièrement Louisville qui est la plus touchée, là. On a finalement décidé qu'on coupait court à la tournée, qu'on rentrait pour soutenir nos citoyens dans cette épreuve difficile. On a fait beaucoup de terrain, on est allé voir les gens, les encourager. Les gens apprécient beaucoup qu'on se déplace pour venir les voir. Puis on a fait des démarches aussi avec la maire de Louisville pour essayer d'avoir des ressources supplémentaires. On a fait une journée de corvée hier. On a vidé les sous-sols avec
la vase et tout ça, là, c'est quelque chose. Et les dommages sont importants. Hein? Et on risque de en faire la semaine prochaine. Puis ce soir, à Louisville, il y a un spectacle bénéfice pour ces gens-là aussi, où on va être. Fait que, tant qu'à être revenu dans la circonscription, ben là, on a le bonheur de couvrir les événements où on avait dit qu'on pourrait malheureusement pas être là. Ça arrive de temps en temps. Fait que c'est pour ça qu'on est ici à l'épluchette de blé d'Inde de la FADOC de Saint-Gabriel avec un grand plaisir, venir voir les gens, faire une coupe de tunes, puis ça fait partie des bonheurs de l'été. Alors, c'est une journée après un travail intensif, on peut dire. Aujourd'hui, ben, c'est se retremper un peu dans encore. On dit retremper parce que c'est réellement c'est le temps de parler de tout ce qui est mouillé. Ouais. De revenir un peu avec notre public et puis surtout de s'amuser un peu avec eux. Bien, c'est ça. Malgré l'ampleur des malheurs ou on est vraiment solidaire avec les gens qui sont touchés, là, mais en même temps, ben, ces événements-là, comme aujourd'hui, ça nous permet de rencontrer les gens. Puis c'est le fun parce que ça maintient le lien. Puis les gens ne sont pas gênés après de nous interpeller quand ils ont une problématique, quand ils ont quelque chose, parce qu'ils nous connaissent. On devient comme des plus familiers. Fait que ça, c'est important aussi, puis ça fait partie du rôle du député. C'est sûr qu'à 36 municipalités, bientôt 37, c'est impossible d'être partout, mais on essaie d'être quand même le plus présent possible. Alors ici, naturellement, à Saint-Gabriel, on a été assez chanceux, avec tous les malheurs qu'il y a un peu tout le tour. Saint-Gabriel est quand même chanceux de s'en sortir aussi bien. Puis, d'une façon ou d'une autre, on va vous laisser aller s'amuser. Puis, c'est sûr qu'on va vous entendre jouer de la musique aussi tout à l'heure. Hein? Bien, ça a l'air que j'ai un contrat, là, fait que j'ai pas le choix d'honorer. Bien, ça va nous faire un grand plaisir. Et puis, surtout de voir notre député comme ça, on le voit toujours au travail, aujourd'hui dans une journée qui est un peu plus de plaisir. Merci beaucoup. Hey, merci à vous autres. Bonne journée. Tête soliloque sous la semelle de mes bottes, quand elle se frotte au pavé des ruelles. On me dit que le doute, c'est le bon Dieu qui clignote, mais ma foi est fébrile comme une chandelle. La foule est ventriloque, à couvert, on chuchote, c'est dans la pénombre que la lumière est belle. C'est dans la pénombre que la lumière est belle. Une nuit ou une vie cerne mes yeux déjà flous au reflet vert de gris et cruel. La ville de Saint-Charles-Borromée est heureuse d'annoncer la reprise tant attendue du spectacle de drones lumineux qui avait été initialement prévu pour la fête nationale. Le spectacle de drones se déroulera le samedi 31 août à 21h au parc Saint-Jean-Bosco, au 249 chemin du Golfe Est. Le spectacle promet d'être un moment inoubliable, offrant une fusion parfaite entre la technologie de pointe et l'expression artistique. Avec 175 drones dirigés par les experts de North Star Fireworks Entertainment, le ciel se transformera en une toile de lumière fascinante et enchanteresse. Avant le spectacle de drones, dès 17h, petits et grands pourront profiter d'animations familiales en collaboration, entre autres, avec le Musée d'art de Joliette, et ce sera suivi à 19h d'une prestation musicale en direct de Freds, cette jeune étoile montante du rap québécois. Le maire de Saint-Charles-Borromée, M. Robert Bibeau, a exprimé sa fierté de pouvoir offrir un tel événement à la communauté. En cas de mauvais temps, tels que des vents forts ou une pluie intense, le spectacle sera reporté à une date ultérieure. La Chambre de commerce Brandon est ravie de vous convier à la table champêtre Goûter la Naudière, un événement unique et prestigieux qui se tiendra le jeudi 29 août à 18h. On vous propose une grande table dressée au cœur des paysages pittoresques de Brandon pour un festin argentin composé exclusivement de produits locaux. Cette expérience immersive et gastronomique vous transportera au cœur du terroir lanaudois. Pour ce qui est de l'endroit exact de l'événement, on garde le secret jusqu'à la dernière minute. L'adresse exacte sera communiquée par courriel ou SMS la veille de l'événement.
La soirée mettra en vedette deux artistes de Saint-Damien, soit Gabriel HB et Thibaut Quinchon, en collaboration avec Audiotopie de Montréal pour une expérience d'écoute profonde et d'écologie sonore. Cette initiative conjointe de la Chambre de commerce Brandon et de la Corporation de développement de Saint-Damien vise à rassembler les amateurs d'agrotourisme et à célébrer la richesse culturelle de Brandon. Pour plus de détails sur l'événement ou encore pour réserver vos billets, bien, visitez le site Internet de la Chambre de commerce Brandon. La région de la Naudière s'apprête à accueillir la 17e édition du Défi Vélo Papillon Arnois Énergie, qui aura lieu le 24 août prochain. Plus de 500 cyclistes sont attendus pour cette journée sportive au profit du camp Papillon, un camp de vacances adapté pour les personnes en situation de handicap à Saint-Alphonse-Rodriguez. Le Défi Vélo Papillon Arnois Énergie est un événement annuel très attendu par la communauté lanaudoise. Depuis de nombreuses années, cet événement rassemble cyclistes et amateurs de plein air dans un esprit de solidarité et de dépassement de soi. Cette année, en plus des 6 parcours proposés aux cyclistes, une nouveauté fait son apparition, l'ajout d'un volet course à pied et marche sur les parcours de 5 km et 20 km. Les inscriptions sont ouvertes et peuvent être complétées en ligne via le site de la Fondation Papillon. Le coût est de 80 $ par adulte et c'est gratuit, bien sûr, pour les enfants de 12 ans et moins accompagnés d'un adulte. Pour les indécis ou ceux qui se décident à la dernière minute, bien, il sera possible de s'inscrire dès 7 heures le matin même de l'événement directement au parc Casavant-des-Rochers. Le camp Papillon est un des plus importants camps de vacances adaptés en Amérique du Nord et a pour mission d'offrir à ces jeunes la possibilité de participer à la vie de plein air et adaptée à leurs besoins. Depuis son ouverture en 1938, le camp Papillon a accueilli plus de 100 000 jeunes vivant avec un handicap physique et ou intellectuel. Voilà, c'est ce qui complète vos actualités régionales. Si vous avez été témoin d'une nouvelle, alors faites-nous le savoir en nous écrivant ici à CTB TV. Cette semaine, ne manquez pas l'émission Rayonnement culturel avec ma collègue Pierrette Jubinville qui est allée faire un tour chez Bonsaï Gros Bec de Saint-Alphonse-Rodriguez. Un endroit vraiment exceptionnel, surtout si vous aimez les bonsaïs. Moi, j'ai même eu la chance de visiter cet endroit, puis je peux vous dire que je suis tombé littéralement en amour. Vraiment un bel endroit. C'était Danny Bérubé pour vos actualités régionales. Je vous souhaite une agréable fin de journée.